Eh bien, bonjour, heureux de vous retrouver cet après-midi. C'est une journée dense, c'est une journée passionnante. J'espère qu'elle l'est aussi pour vous. Et nous continuons un petit peu, effectivement, notre travail de réflexion autour de ces risques majeurs. Ce matin, on s'est intéressé à la question du risque, de la représentation qu'elle a ou qu'il a pour le citoyen, mais aussi pour le professionnel. On s'est aussi intéressé aux enjeux d'une information, d'action éventuelle de concertation qui soit adaptée et pertinente. Et on a compris que le système est complexe. Mais parce que sans doute le problème est complexe et qu'il ne peut pas se régler simplement à coup de dispositifs et que l'indicateur humain est essentiel pour harmoniser tous ces dispositifs. Alors ce matin, pour ceux qui étaient avec nous, on a évoqué, vous l'avez sur l'affiche, les POI, les PPI, enfin le vocabulaire et les acronymes sont multiples, mais derrière ça, il y a un peu l'idée que finalement chacun a sa méthode et d'où effectivement l'intitulé de POI, PPI, PCS, PMS, etc. À chacun son plan. C'est ce qu'on va essayer d'évoquer pendant cette heure avec mes invités. Alors d'abord, François, merci d'être avec nous François. François Tianocaro, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut des risques majeurs de Grenoble et vous êtes ce qu'on va appeler le débattant, c'est-à-dire que vous êtes l'homme du savoir. Moi, je suis l'homme de l'animation, tout simplement. Je suis à votre service. OK. Alors, deuxième chose, Hélène Briffaut, merci madame d'être avec nous. Vous êtes 4e vice-présidente en charge de la prévention des risques à Co-Senaglo. Vous êtes aussi adjointe, madame, chargée des solidarités à la ville de Port-Jérôme-sur-Seine. Et on insistera d'ailleurs à ce moment-là sur l'importance que va jouer demain et que jouent peut-être déjà les intercommunalités. On aura après, à ma droite, Marie-Xu Pénez. Madame, vous êtes responsable du service risque majeur de Co-Seine-Aglo. Donc, on bosse ensemble. OK. Et puis, on va avoir Jean-Philippe Petit, président de l'Association des entreprises de Port Jérôme et sa région. Vous êtes aussi, monsieur directeur risque industriel sûreté, HSE, EOS, vous voyez, monsieur, on est dans les acronymes déjà, d'ExxonMobil Chemical France. Voilà. Et vous allez représenter effectivement le monde de l'entreprise. Et puis on a, alors le général, hein, j'ai entendu, le général Serge Delegue, vous êtes monsieur contrôleur général au service départemental et métropolitain. Le I et le S, c'est incendie, sécurité ? Incendie, secours. Voilà. Alors, sur la façon dont nous allons travailler, je vais demander dans quelques instants à François de cadrer un petit peu la problématique, parce que comment sortir de à chacun son plan, parce qu'en même temps c'est logique, on est sur des échelons de territoire, on est sur des niveaux de problématiques qui sont un petit peu différents, et comment arriver finalement à harmoniser tout ça. Alors François, je vais vous demander de prendre un micro, et puis en quelques minutes nous dire, en fait, derrière cet intitulé, c'est quoi le problème ? Bon, très pratiquement, pour donner un contexte global de ce qui est évoqué tout au long de cette journée, la gestion administrative des risques industriels majeurs en France, elle compose avec 4 grandes dimensions. Vous avez eu des ateliers qui ont fait apparaître qu'il y a lieu de limiter le risque à la source en connaissant mieux les dangers. Ça relève de l'industriel, de l'inspection, premier niveau. Deuxième niveau, c'est la problématique de la maîtrise de l'urbanisation, tout en se préoccupant du bâti existant. Et l'enjeu, c'est de maîtriser cette urbanisation. Le troisième niveau, on l'a vu en fin de matinée, c'est la question de la responsabilisation individuelle et collective qui passe par l'information préventive. Et le quatrième niveau qui nous intéresse sur cet atelier, c'est celui de la préparation des acteurs à faire face à une situation de crise. Et c'est ça l'enjeu majeur finalement. Tout à fait. La préparation pour être opérationnelle le jour J. Et de manière collective et coordonnée ? À l'évidence. Donc le chacun ses plans, déjà dans la question de l'atelier, est balayé. Et tout l'enjeu, on peut s'appuyer sur le retour d'expérience de l'accident de Lubrizol, c'est que très pratiquement, on a une réponse aujourd'hui institutionnalisée, verticale de la réponse opérationnelle qui est hors sec. Alors j'ai déjà une question. Très bien. C'est incroyable. Très bien. Mais je termine le propos. Cette réponse opérationnelle qu'on a vue, et le préfet Thirion ce matin, qui représentait le ministère de l'Intérieur, l'évoquait, en 12 heures, on a
régler la question de l'incendie. Et globalement, il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement. Pour autant, on peut reconnaître dans le retour d'expérience qu'au niveau territorial, au niveau horizontal, dans cette coordination avec la réponse verticale, il y a eu des voix qui se sont élevées, et notamment par exemple des maires qui, dans le bassin de vie, dans le bassin urbain de Rouen, ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas été informés et qu'ils ont appris que la situation s'était dégradée. Et ça suppose de mieux préparer demain la coordination territoriale. On est là sur cet enjeu-là. Non, vous gardez le micro parce que moi je suis équipé, tout va bien. J'ai déjà effectivement une question. En fait, ces dispositifs-là, parce que ma question c'est Roger Bergogneau, merci monsieur si vous êtes avec nous de la question que vous nous posez. Le POI est un outil spécifique à chaque site. Cela affecte-t-il l'efficacité de celui-ci? Mais derrière, il y a la question, est-ce que tous ces dispositifs sont connus les uns des autres? Qui répond? Serge Delegue, allez, on va vous donner la parole. Est-ce que déjà sur le territoire, finalement, selon les échelons de territoire, ou peut-être vous, monsieur, est-ce qu'on connaît le dispositif de l'autre? Sur les principaux dispositifs, oui. J'espère que les responsables publics connaissent le POI et que les responsables d'entreprise connaissent le dispositif Orsec. Ça, on peut espérer que ce dispositif-là est connu des uns et des autres. D'accord. La question était intéressante pour ça. Confirmation? Complètement, oui, je confirme. Effectivement, ces dispositifs sont connus de façon croisée et permettent d'échanger sur les modalités d'escalation, en particulier du POI vers le PPI, de façon relativement souple. Madame Briffaut, si j'intègre les populations là-dedans, ça devient un peu plus compliqué, non? Oui, alors nous, on a depuis de nombreuses années entrepris des démarches de sensibilisation de la population. Donc, on a créé de nombreuses choses. On a eu des messagers PPI, comme on les a appelés. Donc, ce sont des jeunes, par exemple, en 2014, qui étaient privés d'emploi, qu'on a recrutés par l'intermédiaire de la mission locale pour aller en porte-à-porte au domicile des habitants, enfin, au domicile, pour échanger sur les bonnes pratiques, proposer cette plaquette PPI pour informer les gens. Il y a toute une sensibilisation de notre population depuis de nombreuses années. D'accord, c'est un élément important, mais j'entends, François, qu'il s'agit de dépasser un petit peu, finalement. Je crois que ce qui est important, ça a été évoqué, et le terme usuel qu'emploient les opérationnels, c'est d'aller vers une préparation de l'interservice. Quand on parle de plan, la finalité n'est pas documentaire. C'est les éléments d'information qui sont consignés dans des documents, dans des cartes, qui aident à la prise de décision. Et tout l'enjeu, c'est que les états-majors puissent se coordonner avec les opérateurs, jusqu'au plus près, les habitants. On parle d'état-major, donc vous allez évoquer avec nous, je crois, des niveaux d'intervention, une coordination de plusieurs niveaux d'intervention. Oui, je pense que dès lors qu'on est sur... Approchez le micro un petit peu. Dès lors qu'on est sur un événement qui, j'allais dire, sort de l'ordinaire, très rapidement, et notamment dans le contexte aujourd'hui de la médiatisation ultra rapide, il va y avoir 3 grands niveaux qui vont être très vite en alerte. Il y a d'abord un niveau de proximité. C'est très important. Si on n'a pas ce niveau de proximité, on ne pourra pas faire le lien avec la population. Or, c'est quand même l'enjeu majeur que la population soit prévenue ou de fuir, ou de se confiner. Donc ça, c'est fondamental. Le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel, on va dire, préfet. C'est le dispositif Orsec, c'est le préfet, c'est quelque chose de bien identifié. Et puis le troisième niveau, c'est aussi important, c'est le niveau national. Aujourd'hui, sur un événement majeur, il est évident que le niveau gouvernemental et le niveau médiatique sera immédiatement activé dans les mêmes temps. Et donc, il faut à la fois, dans les 3 niveaux, que tout le monde se parle dans chacun des niveaux et que les 3 niveaux parlent ensemble. Donc on voit déjà que là, le sujet commence à être très compliqué parce que personne n'a la solution tout seul. C'est aussi ça qu'il faut bien avoir conscience. L'industriel ne réglera pas l'affaire tout seul, la force publique ne réglera pas l'affaire tout seul, et c'est bien de mettre tout le monde en même temps qui fera qu'on trouvera les solutions les plus pertinentes. Sauf qu'on n'est pas un petit peu, pardonnez-moi du terme, il est un petit peu excessif, mais on n'est pas inféodé à la décision du préfet. Parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas pu observer que de temps en temps, on va être dans des postures un peu attentistes parce qu'on attend
Alors, je pense que l'idéal serait qu'on ne soit pas inféodé à la décision du préfet et que, Belle réponse. et que les choses se fassent indépendamment de la décision qu'il va prendre. Et moi, je ne vous cache pas que je prône, et c'est ce que fait le préfet souvent, c'est effectivement de finalement déclencher le dispositif Orsec assez vite pour qu'effectivement tout le monde se mette dans une posture idéale, et en tout cas la plus idéale possible, ce qui a l'avantage, même si finalement, au bout de 12 heures ou 24 heures, on revient à quelque chose de plus normal, j'allais dire que c'est encore mieux qu'un exercice. Alors, peut-être question, je ne sais pas si vous avez envie de compléter, hein, François, vous n'hésitez pas, mais vous me disiez quand même tout à l'heure, et peut-être qu'on pourra le partager, il y a une représentation du plan Orsec. C'est-à-dire qu'on a une histoire autour du mot. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on déclenche le plan Orsec, ça y est, c'est l'effondrement, c'est la fin de tout, et vous militez pour une autre approche de ce plan Orsec. Dans sa forme et dans sa stratégie, il peut être utilisé différemment. C'est ce que j'avais compris. Oui, c'est-à-dire que si on, Approchez bien le micro, s'il vous plaît. si on se replace 20 ans en arrière, quand on déclenchait le plan Orsec, c'est qu'on était en guerre, hein, et que la situation était catastrophique, et on ne savait pas comment la récupérer, et on finissait par déclencher le plan Orsec. C'est plus du tout aujourd'hui ce dispositif. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce dispositif Orsec, en fait, doit être déclenché et activé. C'est d'ailleurs le mot, c'est pas déclenché, on parle d'activation du dispositif Orsec. C'est déjà la sémantique n'est pas la même. On active le dispositif Orsec, c'est-à-dire qu'on met tout le monde en cohérence et on remet chacun, parce que chacun a une chose à faire. Et si tout le monde le fait ensemble, on aura la meilleure solution, j'allais dire, de gestion de la crise. François? Oui, je rejoins le général dans son propos, tout en gardant à l'esprit la culture de l'anticipation que les organisations doivent avoir face à un événement s'il est à cinétique lente. Je ne vais pas attendre que le copain déclenche son plan, vous l'avez compris, qui est son plan d'aide à la décision, pour déclencher le mien. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir avoir les données, qu'elles soient perceptibles, odorantes, sonores, visuelles, qui m'amèneraient, moi, collectivité, ou industrielle, ou population, à me mettre dans une posture d'anticipation sur un événement qui se dégraderait. Respecter les consignes, écouter la radio, et être potentiellement vigilant sur les éventuels appels téléphoniques automatisés que les uns et les autres pourraient lancer, et notamment sur une chose qui est très intéressante dans le territoire qui nous est présenté aujourd'hui, c'est qu'il y a une notion d'avertissement de l'industriel vers les riverains qui n'existe pas, ou en tout cas c'est une bonne pratique, je la distingue de l'alerte. Voilà, c'est ça, j'allais vous poser la question. Alors, c'est bon, ça c'est un spécialiste qui nous dit ça, mais pour moi, quelle distinction entre l'avertissement et l'alerte, cher monsieur? Elle est majeure, parce que quand vous avez un événement à cinétique rapide et qu'on attend potentiellement que le pouvoir de police déclenche l'alerte, parce que ça relève de deux autorités, l'alerte. Le préfet, le maire, ou un certain nombre d'opérateurs pour le compte du préfet, et pas par délégation. Si demain on consacre juridiquement la notion d'avertissement, ça voudrait dire qu'un opérateur qui a une donnée industrielle, il a capté par son instrumentation qu'il y a du toxique dans l'atmosphère, toute s'affaire cessante, et en mode réflexe, il peut avertir les riverains, sans attendre l'alerte qui va arriver, qui va confirmer. D'accord. Par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, Par rapport à ce qu'on vient du point de vue d'évoquer, de l'industriel. Oui, je voudrais rebondir sur les propos du général qui souligne qu'effectivement le plan Orsec d'il y a 20 ans, c'était effectivement le cataclysme et une situation de guerre. Aujourd'hui, les industriels s'attachent à gérer leurs risques sur différents niveaux. Vous en avez parlé ce matin, pardon, en termes d'études de danger qui identifient les risques, donc qui mettent en place des mesures, des barrières de prévention si jamais un incident se produisait, et puis des barrières de protection si cet incident se produit pour éviter l'escalation. Les outils dont nous disposons d'organisation des secours, de POI et de PPI, sont de telles barrières et nous permettent de de minimiser les impacts sur les populations et donc les risques sur les gens qui nous entourent. Donc c'est important, il est important d'établir un contact de proximité, vous l'avez signalé tous, entre les industriels, les professionnels de la réponse à l'urgence, que sont les SDIS, les DREAL, les préfectures, les CIRA 7PC, et puis les populations.
Et à ce titre, sur le territoire de Cossenaglo, cette démarche est engagée parmi les industriels et qui nous permet d'avoir, lors d'exercices ou d'accidents réels, des cellules chez certains industriels qui se mettent en place, et qui définissent et qui font intervenir une sorte d'organisation miroir avec ce que serait un PPI en préfecture, à savoir autour de la table, chez l'exploitant, nous avons donc le représentant de l'exploitant, l'ADREAL qui vient également observer l'escalation potentielle de l'événement, le SDIS qui est là, les polices nationales ou municipales, les gendarmeries et bien entendu les élus qui sont là effectivement aussi pour faire les relais auprès des populations. Donc toute cette situation, cette transparence au plus tôt permet de parler, si jamais l'événement devait escaler à l'extérieur, permet de parler d'une seule voix auprès d'un préfet et lui donner les meilleurs éléments pour qu'il puisse décider d'une escalation ou pas. Donc, mais en même temps, ça ne répond pas tout à fait à la question de François, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité tout de suite d'avertir, parce que peut-être suis-je néophyte, mais le temps de réunir tous ces gens, il peut se passer des tas de choses. Est-ce que vous avez un moyen de communication très rapide qui fait que dans la demi-heure ou l'heure qui suit, tout le monde est autour de la table? Tout à fait. Les protocoles en place, dans les protocoles d'alerte des industriels de la zone, nous imposent d'avertir immédiatement, au plus tôt, dès que l'alerte, par exemple, dans un POI est déclenchée, sous une demi-heure, les services donc, de la mairie, du SDIS, de l'ADREAL, de la police et de la préfecture, pour leur signifier de l'événement, POI, qui reste dans les clôtures d'un site Céveso pourtant. Mais néanmoins, cette information est transparente et donc permet d'alerter immédiatement, par téléphone, ces intervenants qui se déplacent. En général, donc le SDIS envoie ses échelons de reconnaissance sur les sites afin d'établir les connexions qui vont bien entre le terrain et les quartiers généraux de décisions préfectoraux. Serge? Oui, je partage complètement cette posture. C'est-à-dire que lorsque le préfet active ou déclenche le plan Orsec, il doit quasiment déjà être en place, déjà au niveau de l'industriel et de la force publique. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, on a anticipé, on s'est mis dans la posture pour pouvoir le faire. Si finalement il n'est pas déclenché parce que l'enjeu est finalement moins fort que ce qu'on pensait, c'est pas grave, tout le monde rentre, ça vaut un exercice. Et si finalement le préfet déclenche, il a déjà quasiment son poste de commandement qui est en place dans l'établissement. Et donc aujourd'hui, effectivement, dans la plupart des établissements, c'est quelque chose qui se développe et avec d'ailleurs des process d'analyse qui sont exactement les mêmes qu'on a dans les postes de commandement à la préfecture, au centre opérationnel départemental. Et donc ça, c'est effectivement, on n'est pas obligé d'attendre la décision pour se mettre en posture. Non, puis j'entends dans ce que vous dites, sur votre contrôle, François, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que finalement, si on est sur un risque de niveau bas, finalement, vaut mieux déclencher le plan Orsec, quitte à très rapidement se dire on a surévalué le risque, et puis c'est ça que j'entends? Alors, soit déclencher le plan Orsec, soit se mettre en posture d'organisation Orsec sans pour autant le déclencher. Les deux possibilités existent. Parce que je vois que Mme Briffaut a un mouvement de tête qui dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Allez-y, chère madame. Mais non, je rejoins tout à fait ce que vient de dire le général. C'est de se mettre en position pour, le cas échéant, être prêt. D'accord, être prêt, c'est ça, la nuance. Si le préfet est déclenché. D'accord. Commentaire aussi là-dessus? Oui, je dirais que du point de vue du citoyen, la critique sera facile. On a tiré le parapluie. Mais si on le reformule en termes techniques, et le préfet Thirion, directeur général de la sécurité civile, de la gestion des crises, le disait ce matin, c'est la question du dimensionnement capacitaire. Qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Donc c'est clair. Non, mais je vous le laisse jusqu'à la fin de notre échange. Alors, vous aviez, monsieur, contextualisé un petit peu vos propos en parlant de Cossenaglo. Peut-être que, madame, on va s'intéresser aux caractéristiques d'abord de votre territoire. Oui, je vais peut-être présenter et resituer un petit peu notre territoire. Ça. Donc, Cossenaglo se situe... Alors, attendez, vous avez vous savez, le petite chose. Là, on va vous lancer... votre PowerPoint, et puis, oui, c'est bon Oui, c'est bon. Voilà, je pense que si on peut nous mettre la première slide. Donc, alors, madame, donc, oui, Cossenaglo se situe donc entre le Havre et Rouen, sur l'axe Seine. Cossenaglo, c'est 50 communes, réparties sur 575 km².
avec 78 000 habitants, en gros. On a 8 entreprises classées Céveso seuil haut et 4 classées Céveso seuil bas. Donc Cossenaglo se caractérise notamment par une plateforme des industries pétrolières et chimiques. Est-ce que vous avez appuyé sur le bouton, madame, pour être sûr que... Voilà. Alors, appuyez encore sur le bouton. Hop, je fais défi. Encore sur le bouton, voilà. Donc je vais peut-être... Ça, je viens de le dire. Oui, non, je pouvais rester sur cette slide. Donc, le territoire se caractérise, par la présence de plusieurs industries chimiques et pétrolières depuis les années 30, donc 90 ans avec la plateforme pétrochimique. Donc, la prévention des risques pour notre territoire est prise en compte depuis de nombreuses années. Donc, avec notamment beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc, dès 1980, le premier PPI. En 90, le premier réseau des sirènes pour alerter la population. Oui, donc je peux peut-être passer le slide suivant. Voilà. Le réseau des sirènes. Nous avons créé en 2005 la semaine de la sécurité. Nous sommes actuellement en pleine semaine de la sécurité. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, de nombreuses campagnes de sensibilisation à la population, avec donc les jeunes qui ont été frappés à la porte des habitants pour sensibiliser et distribuer les plaquettes PPI et inciter les habitants à s'inscrire sur notre plateforme. On a à Port-Jérôme-sur-Seine une plateforme téléphonique, donc c'est sur la base du bénévolat. Les habitants peuvent laisser un numéro et ils auront des messages en cas d'alerte, risque industriel, mais aussi risque naturel. Donc, c'est une plateforme d'alerte qui a été instaurée sur notre commune. Dernièrement, hier soir, pour être tout à fait honnête, j'ai lancé la réserve communale, avec 33 volontaires, 33 bénévoles qui se sont inscrits dans cette réserve communale. Donc c'est autant de dispositifs, sans cesse on cherche à informer, à culturer la population au risque, à la prévention des risques notamment. Donc au fil des années, l'agglomération et l'association de la EPJR, dont M. Petit est le représentant et dont il parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, ont travaillé, ont établi des relations avec l'intercommunalité, mais pas seulement avec les industriels, avec les services de l'État, avec les communes aussi. Le service des risques majeurs, qui est représenté aujourd'hui par Marie Tchou, accompagne les communes dans l'élaboration de leur plan communal de sauvegarde, par exemple, mais aussi à la préparation et les moyens techniques en cas d'alerte. Ce PPI, donc c'est un PPI de zone, il regroupe quand même, il concerne 9 communes sur notre territoire. Qui sont inscrits dans ce périmètre. Donc 2 dans l'Eure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est Axe-Seine, donc il y a deux communes qui sont de l'autre côté de la rive, mais qui sont dans ce périmètre, et 7 en Seine-Maritime. Donc c'est un PPI qui a été révisé et approuvé par le préfet en 2020 et que nous allons tester, si je peux m'exprimer ainsi, le 1er juillet lors de l'exercice Grandeur Nature qui aura lieu sur notre territoire. Et donc, on va tester l'organisation que Marie Tchou va nous présenter tout de suite. Pas tout de suite. Ou pas tout de suite, parce qu'il y a peut-être des questions. Et puis, il faut bien que l'animateur sache quelque chose. J'ai une petite question à poser. Il y a souvent un problème de communication entre les industriels et les élus. Pas facile de communiquer sur l'incident auprès de nos populations. Voilà une crainte qui est exprimée. Donc, je ne sais pas qui répond, peut-être du point de vue de l'industriel. Je vais donner la parole à l'industriel, mais un élément de lecture. Il est très clair que lorsque l'industriel ou un opérateur de la crise a à s'exprimer vers les élus, qu'on introduise cette notion d'intelligibilité de l'information. Donc ça, c'est un message pour les industriels. Oui, tout à fait. Je me souviens d'un exercice, un exercice PPI nucléaire sur lequel je m'étais retrouvé en observateur, où est arrivé un fax, à l'époque on était encore sur du fax, qui est arrivé au PC crise, au poste de commandement de crise de Fontaine, dans l'Isère. Dessus, on avait le cadre d'astreinte pendant l'exercice nucléaire qui avait envoyé un message « Situation borax ». Situation borax, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a des données quantifiées, si on n'explique pas, on n'arrive pas à traduire. Et derrière, si la collectivité est amenée à relayer une information vers les populations, on décrédibilise. Rumeurs, désinformation, réseaux sociaux. Oui. Intelligibilité, effectivement, de l'information. Vous confirmez, monsieur? Ah oui, C'est un exercice important chez vous parce que vos collaborateurs ne sont peut-être pas toujours formés à rendre, on l'a beaucoup entendu ce matin, l'information accessible, compréhensible et lisible. C'est un vrai challenge, en effet, hein, de répondre à cette problématique. Et pour illustrer dans le même sens que cet exemple nucléaire, j'ai eu l'occasion de simuler, de faire des exercices en Provence, PPI, hein, donc d'envergure, et la problématique était une fuite de gaz butane sur une canalisation. Et la transmission de l'alerte entre donc l'exploitant et l'élu a été ainsi transmise, c'était fuite de C4 sur le pipe. Et là, l'élu qui a reçu cette alerte de cette façon-là s'est dit, mais de quoi on me parle? Et donc tout ça, ça met l'accent sur le fait qu'il faut qu'on soit vraiment au contact dans cette connaissance commune de, ce qui se passe sur les sites de proximité, et qu'on explique à la fois aux élus et aux populations de façon simple et pragmatique quels sont les risques associés aux activités qui les entourent. De façon simple et précise, ça veut dire ça peut exploser, hein, les risques sont d'ordre toxique, explosion ou incendie, et expliquer avec des mots simples comment tout cela peut s'articuler et doit s'articuler, enfin doit se préparer si jamais ça se déclenchait. Alors c'est intéressant parce que avant peut-être, il y a deux questions qui sont assez intéressantes qui vont dans le sens de ce que vous dites et après on passera peut-être à la logique d'organisation. J'ai une première question, c'est comment on vulgarise le langage quand on ne sait pas ce que comprennent ou ce qu'attendent les populations? C'est-à-dire que on a beaucoup entendu depuis ce matin, il y a sans doute des acteurs qui sont par nature concernés et on pourrait penser que la population est un peu exclue, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme une espèce d'entité un peu abstraite et qu'on ne passe pas du temps avec elle. Ce qui m'amène à une deuxième question, et elle serait pour vous, madame. La préparation passe par des exercices qui doivent intégrer la population. Oui, tout à fait. Et c'est l'objet de l'exercice du 1er juillet. En fait, la population est invitée à jouer le jeu, si je peux m'exprimer ainsi, et réfléchir à qu'est-ce que je fais? J'entends la sirène, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Donc là, pendant toute cette semaine, donc la semaine de la sécurité, on a commencé par une réunion publique qui expliquait le fonctionnement et on a diverses animations, notamment la visite des sites. La population est invitée et peut visiter les sites. Et puis vendredi, donc demain matin, sur le marché, le service des risques majeurs va à la rencontre de la population pour expliquer, répondre aux questions éventuelles. C'est un élément important parce qu'on a beaucoup entendu ce matin, vous voulez peut-être compléter, mais on a beaucoup entendu ce matin effectivement le sentiment qu'on est quand même globalement dans un discours d'initié. Et puis que finalement, face à ce qu'on a entendu ce matin sur la représentation du risque, François, vous me le disiez, elle peut être complètement différente de la réalité du risque. Et il faut partir sans doute du discours, enfin de la perception de la population pour les associer. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit un peu la fonctionnalité. Hein, on aborde, au-delà de l'organisation, la réalité fonctionnelle qu'amène d'éviter le chacun ses plans. Mais il faut recontextualiser au niveau territorial. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur l'exemple de Jean-Philippe Petit, Pipe C4, garder à l'esprit industriel, garder à l'esprit service de l'État, garder à l'esprit service des intercommunalités, qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de traiter l'information et la relayer vers la population dans les bassins de risque, que je distingue pour aller en particulier en secteur urbain, vers les bassins de vie. Pourquoi? Le retour d'expérience de Lubrizol nous l'a montré. On a une information qui a été relayée là où il y avait potentiellement des enjeux sanitaires. Mais dans un secteur urbain, demain, le maire qui a 10 km, si on a un panache de fumée de 10 km de haut en dessus de l'installation, va avoir une population qui s'inquiète. Et l'enjeu, c'est précisément de territorialiser la réponse opérationnelle avec le dispositif PPI opérant
sur les zones avec enjeux sanitaires, mais au-delà, dans les zones collatérales, de réinventer les modalités d'information, d'alerte, de manière à éviter également que les gens se rendent sur leur lieu de travail à 8 heures du matin, comme ça a été le cas sur le retour d'expérience de Lubrizol. Donc on voit bien qu'il y a des acteurs émergents qui sont là, et la question de l'intercommunalité, elle mérite vraiment d'être mise en avant à travers cet atelier, parce qu'elle est pleinement légitime dans la réponse opérationnelle de Co-Senaglo. Voilà, et ça va peut-être nous amener effectivement à présenter, je crois que c'est vous, l'organisation que vous avez mis en place sur votre territoire. Tout à fait, on va partir, c'est la slide avant. On va partir d'une représentation un peu classique où le COD, le centre opérationnel départemental, est déclenché par le préfet. C'est souvent une cellule de crise qui est en permanence activée. Et ce COD, lors d'un événement majeur, il est en relation avec un poste de commandement de secteur qu'on appelle PCO, le poste de commandement opérationnel. Ce PCO, lui, il est en liaison avec les mairies, avec l'exploitant, qui tous deux ont leur propre poste de commandement. C'est là où c'est chacun son plan, mais en fait, c'est chacun chez soi, on a son propre poste de commandement. L'exploitant avec son PC, poste de commandement exploitant, et les mairies avec le poste de commandement communal. Et là où on apporte quelque part une nouveauté, c'est que le poste de commandement opérationnel, nous l'avons positionné à la maison de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'au départ, on a offert des murs, on a offert une salle où il est possible, tous les acteurs, pompiers, SAMU, éducation nationale, gendarmerie et autres forces de l'ordre, de se réunir tous ensemble dans un même lieu, en dehors du périmètre de danger, et il s'avère que ce lieu, c'est l'intercommunalité. En parallèle, on avait des réflexions initialement sur le thème de l'inondation. Pour pouvoir faire face à une inondation, il a fallu structurer l'intercommunalité et naturellement, nous l'avons dévié aussi vers le risque industriel. Et donc aujourd'hui, nous disposons de ce qu'on appelle encore aujourd'hui un plan intercommunal de sauvegarde et on verra en fonction de ce que la loi, comment on l'appellera. Mais en tout cas, l'objectif étant d'organiser la solidarité entre les communes et d'agir sur ses compétences propres. Et du coup, dans ce schéma, on a rajouté l'intercommunalité qui, même si elle n'a pas le pouvoir de police, a apporté un peu d'huile dans tous ces rouages pour faciliter la discussion entre tous les acteurs. Et du coup, oui, il y a bien une flèche qui relie l'intercommunalité avec le citoyen parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un moyen de déclencher le réseau de sirènes d'alerte de Port-Jérôme. Il s'avère que ce réseau, il a été construit par l'agglomération pour le compte des industriels et des communes qui tous deux ont financé ce réseau. Mais nous avons conservé aussi ce moyen-là de déclencher si jamais la commune ou l'industriel ne peuvent pas le faire. Et le lien avec les entreprises aussi, il est fait entre interco et entreprises. Voilà. C'est intéressant, enfin, ce que vous évoquez, peut-être là c'est la question des néophytes, mais j'aime bien cette idée de tiers-lieu, c'est-à-dire de lieu un petit peu neutre, on n'est pas dans l'entreprise, et l'interco joue un petit peu finalement cette fonction d'articulation, de coordination, qui n'est pas purement fonctionnelle, mais qui fait effectivement, comme vous dites, du lien, c'est ça madame ? Du liant. Prenez le micro. Elle sert de liant et fait l'interface avec toutes ces entités en fait. Commentaire, j'ai deux questions. Là. On est typiquement dans, c'est pas simplement du lien, on est dans le point d'incrémentation opérationnelle entre la réponse verticale hors sec et la réponse territoriale horizontale. Ça, vous voyez, madame François, ça c'est un discours d'initié pour moi. Si on le reformule, moi je veux donner la parole au général Delec, parce que quand je lui ai dit, dans cette réponse opérationnelle, les pompiers, pour bien se coordonner, vous en mettez où ? Il m'a dit... On en met partout. Bon, c'est bien. On est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça veut dire qu'on met un sapeur-pompier dans chaque poste de commandement pour qu'il y ait au moins un dialogue commun qui lie l'ensemble des postes de commandement entre eux. Alors, je pense que ce qui a été dit là sur les plans communaux de sauvegarde est très important et je crois que, comme ça a été dit, il y a plusieurs strates de travail et il est fondamental d'aller dans la strate de la proximité. Et donc, je crois qu'il y a effectivement plusieurs choses qui ont été dites qui sont importantes. D'abord, il y a les communes qui ont un vrai plan communal de sauvegarde efficace, opérationnel. Souvent, c'est les communes où il y a l'entreprise, parce qu'elle est vraiment juste à côté.
il y a toutes les communes qui sont touchées par les périmètres, mais qui n'ont pas l'entreprise chez eux. Souvent, ils ont des choses beaucoup plus modestes. Et là je pense que l'Interco a réellement un rôle majeur à venir donner à tout le monde quelque chose de performant. Et pour vous donner une idée, nous, on a décidé maintenant, à partir de... d'ailleurs, c'est du poste Lubrizol, de dire il faut que dans tous les exercices que l'on fait, même les exercices de pompiers un peu importants, qui ne soient pas des exercices de sécurité civile, systématiquement, on fasse jouer les plans communaux de sauvegarde pour petit à petit les habituer, parce que c'est là qu'il faut faire la connexion en permanence, au quotidien et de façon répétitive. Alors, vous allez compléter, mais ça va vous concerner, peut-être François Donnera, parce qu'elle lui est adressée en plus. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'échelon intercommunal, en fait, finalement, si je reprends la formule de monsieur Jay, merci monsieur, l'échelon est le plus légitime pour la gestion de crise, c'est ça? Et il peut l'être aussi pour, me dit-il, la diffusion d'une culture du risque aussi. Finalement, vous faites l'articulation avec les communes ce matin, par exemple, on parlait des territoires ruraux. Et on peut se dire que là, l'intercommunalité peut jouer un rôle énorme. Oui, tout à fait. De toute façon, le service risque majeur est là, comme je le disais tout à l'heure, pour accompagner les communes dans l'élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde. Et là où je rejoins le général, c'est au-delà de la dimension pédagogique des exercices qui sont utiles, le fait de faire des exercices peut faire émerger des dysfonctionnements. Et c'est là qu'en fait, le rôle principal des exercices, il est là. Ces dysfonctionnements, en fait, nous conduisent à revoir nos procédures et à nous améliorer constamment, en fait. Alors j'avais une question, mais elle n'est pas partie, mais elle est intéressante parce qu'on voit bien que cette fonction d'interface fait aussi qu'on doit avoir capacité à adresser, et j'ai bien entendu ça chez vous François, un message en lien avec ceux à qui je m'adresse. J'avais une question en disant, est-ce qu'on n'a pas le risque inverse? On n'arrête pas de se dire finalement, on n'associe pas la population. Et puis la question me dit, mais vous n'avez pas envie de faire de Monsieur Tout-le-Monde un professionnel de ces questions-là? Et est-ce que finalement, on ne risque pas de tomber dans l'excès inverse et en particulier de créer des réactions, on l'a évoqué ce matin, très anxiogènes? Parce qu'à vouloir informer les gens, trop les informer, on peut créer de l'anxiété. C'est là tout l'enjeu de la communication et c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille pour qu'on soit le plus pertinent possible et le moins anxiogène bien sûr, mais que ce message soit compréhensible, accessible et transmis quand même. D'accord. Commentaire ou pas? Parce que j'avais une autre question. Sur la question de la préparation territoriale, quelques éléments pour mesurer la portée de la réflexion qui s'annonce à nous en France. On a parlé des plans communaux de sauvegarde, le général Delegue a signalé l'enjeu que de les rendre opérationnels et vous avez appuyé sur le niveau d'implication citoyen qu'on doit aller rechercher par au moins le respect des consignes. C'est 12 000 communes en France qui sont réglementairement concernées et on pourrait se satisfaire d'un chiffre, et je donne toujours la même image, qui est l'arbre qui cache la forêt. On a en France actuellement plus de 80% de ces plans communaux de sauvegarde qui sont réalisés. C'est bien. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sauf que combien sont testés régulièrement? Combien amènent les collectivités à faire monter en compétence les élus, les agents qui seront en responsabilité dans le poste de commandement communal? Et là, boum, on descend. Il y a des réflexions, et notamment au niveau législatif, qui sont en cours, qui amèneraient peut-être demain à devoir réglementer la chose. Le préfet de Durand le disait lors de son audition à la commission du Sénat sur Lubrizol, l'enjeu demain, c'est d'aller mesurer la performance, parce que l'exercice, c'est le moyen. L'enjeu, c'est de mesurer le niveau de préparation. Et ça pose un vrai problème de fond en France, celui de la formation des élus qui vont être en responsabilité. Quand je pense qu'on a 5 000 élus en France sur 600 000 qui se forment, d'après les chiffres qu'on a, et souvent sur des thématiques qui sont à la marge de cette thématique des risques et qui seront peut-être, et ils l'ont vécu pendant 1 an et demi, aux manettes de devoir coordonner une réponse territoriale. Est-ce qu'on a bien, là c'est une autre question que j'ai, à moins que vous vouliez compléter ce que dit oui. Moi je veux bien compléter. Moi je crois en l'apprentissage organisationnel, c'est-à-dire à l'apprentissage par l'exercice ou par la démonstration
en situation réelle ou en exercice, hein, comment les choses doivent s'organiser. Et dans le cas de Port-Jérôme, les élus sont invités à assister aux exercices internes aux entreprises, donc à assister aux exercices POI. Ils viennent sur le site. Ils ont droit en plus à un petit parcours parce que c'est intéressant de voir, notamment dans le cas d'ExxonMobil, les pompiers qui reçoivent l'alerte, qui se préparent et qui partent sur site, et ensuite le montage du poste de commandement exploitant. Donc ils sont invités à voir ça pour ensuite se dire « Ah oui, nous on a un poste de commandement communal, il est organisé comme ça, mais peut-être qu'on pourrait l'améliorer et le monter en parallèle des exercices de l'industriel ». Et c'est toute cette démarche d'apprentissage organisationnel qui permet d'apprendre. Si je peux me permettre, avant d'aller en compétition, qu'est-ce qu'on fait au foot? On va s'entraîner. Et nous, le général Delègue l'évoquait, Marixou vient de l'évoquer, d'aller vers un exercice partiel de terrain, c'est déjà de préparer l'interservice. Donc c'est la compétition dans mon image. Mais avant d'aller en compétition, je dois m'assurer qu'en interne, la mécanique, elle tourne. Et l'enjeu, c'est au niveau, demain, permettre au territoire de créer les conditions de ce que font les footballeurs, je reprends mon image, s'entraîner. Parce que des entraînements petits, variés, peuvent être récurrents, moins chronophages que de préparer un exercice interservice. C'est ce sur quoi l'Institut des risques majeurs s'emploie en Auvergne-Rhône-Alpes, et je remercie les services du SDEMIS, parce que quand on va en compétition avec vos services, eh bien on se retrouve, mais on a des collectivités qui ont eu des entraînements sur table, et ça permet, avec peu d'effectifs, de généraliser dans un parcours de montée en compétences, formation, entraînement sur table, et on va en compétition vers les exercices partiels de terrain. Et on crée la portée pédagogique de l'exercice partiel de terrain parce qu'on s'est préparé au préalable. Alors il y a une question là, peut-être qui va, je vous donne, peut-être vous pourrez répondre, qui vient de m'arriver en fait, et vous traduisez, vous en donnez un élément de réponse, à savoir c'est une espèce de dynamique d'anticipation, etc. Mais ce matin, on a beaucoup parlé des logiques de scénario. Hein, et on peut imaginer dans des exercices, j'imagine, Monsieur le Général, en général, d'avoir des scénarios qu'on met en place. Et là, je reviens à l'habitant, parce que c'est quand même le fil conducteur de notre journée, enfin tout au moins dans cette série d'ateliers. On avait une psychologue ce matin qui nous disait on a une difficulté à anticiper et à se faire une représentation de ce que c'est qu'un risque, tant que le risque n'est pas avéré. Donc comment allez-vous travailler? Alors, les visites, j'imagine, du site peuvent être très intéressantes pour prendre conscience de comment ça se passe, comment pourrait être le risque et comment on le travaille, mais comment on va travailler cette question d'entraîner des gens à un risque dont ils n'ont pas la représentation? Ma question est claire ou pas? Oui, elle est claire, elle est presque un peu philosophique, je dirais, parce que c'est tout un problème d'éducation et de transparence. Et à la fin des fins, je pense qu'il faut aller au contact. Il faut que les industriels, les agglomérations, les services de secours, les administrations aillent au contact des populations pour parler vrai et pour dire ce qu'est un risque. Un risque, c'est quoi? C'est un accident potentiellement majeur. Ce sont des choses qui se sont produites dans le passé en France, à Feyzin. Ce sont des choses qui peuvent avoir un impact énorme sur des populations et c'est ça qu'on cherche à éviter. Ça s'est passé, ça se produit encore dans le monde, peu en France. On a eu Lubrizol qui n'a pas fait de victimes, mais qui a eu un impact sur les gens de façon perception très, très anxiogène. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à véhiculer en toute transparence. Un risque, c'est grave. Et on cherche à l'éviter. Et on cherche à se prémunir en mettant en place toutes les barrières des conséquences qu'il pourrait générer. Et si ça arrive, parce qu'il peut arriver, alors il faut qu'on mette en place ces plans POI, Orsec, dont on a parlé. Mais je pense que le fait de nier le risque, le fait de nier le risque et que les industriels ne puissent en générer, le risque zéro, je dirais, conceptuellement n'existe pas. Donc il faut en transparence le communiquer à la population. Je vais vous laisser peut-être répondre pour compléter, mais je vais prendre un exemple justement. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec la ville de Feyzin sur ce qui s'est passé, sur les tas de choses qui sont passées. J'ai beaucoup travaillé avec les citoyens.
Et ils avaient une idée très très précise qui était qu'il y avait une ambiance sonore très complexe. Hein. Au-delà même des questions du risque, c'est qu'on n'aimait pas la raffinerie parce qu'elle faisait du bruit. Les études de bruit, hein, il y en a beaucoup qui sont faites par la métropole, démontraient que ça n'était pas le bruit de la raffinerie. Et il a fallu qu'il y ait un exercice, peut-être vous en souvenez-vous en général, qui interrompe la circulation sur l'autoroute pour qu'on s'aperçoive que le bruit venait en réalité de la circulation sur l'autoroute et non pas de la raffinerie. Et vous voyez le sens de ma question, c'est on peut effectivement parler vrai, mais c'est difficile d'aller contre les représentations que peuvent avoir les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire en général? Oui, alors on le voit. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le risque technologique. La pandémie, il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde aurait dû deviner que ça allait arriver, qu'un virus puisse faire plusieurs fois le tour de la planète. Et pour autant, alors que tout le monde commente aujourd'hui, ça n'avait pas vraiment été schématisé et présenté. Donc on voit bien que, et moi je peux vous dire qu'à Lyon, quand vous êtes sur une intervention, et pourtant c'est depuis 1966, c'est encore dans les têtes. Hein, c'est-à-dire que c'est un sujet, le problème notamment du propane et des GPL, c'est un sujet ultra sensible. Bon, donc, et je peux vous dire que tout le monde, voilà, et donc, oui, ça reste inscrit dans les mémoires. C'est un vrai sujet. Ce qui s'est passé à New York avec l'avion dans la tour, tout le monde y a pensé, mais personne ne le conceptualisait, sauf le jour où c'est arrivé. Voilà, donc c'est vrai que c'est une réalité, ça aussi. Alors, je me permets d'attirer un point important quand même, on en parle très peu, c'est le problème des attentats terroristes. C'est-à-dire que le problème du terrorisme, c'est un élément qui devient important dans la nature des risques, parce que on a tellement fait de progrès dans la sécurité des installations que les niveaux de sécurité dans les entreprises sont très élevés quand même. Hein. Voilà, il faut le dire, le niveau de sécurité reste très élevé dans les entreprises. Mais ça peut être battu en brèche complètement avec un acte malveillant. Et celui-là, aujourd'hui, il n'est pas à exclure. Et je trouve que moi, dans la population, ce qui s'est passé avec le terrorisme a fait changer le comportement des gens par rapport à ce qui peut leur arriver, parce que maintenant, ils savent qu'il peut leur arriver quelque chose dans la rue, indépendamment des entreprises. Et ça a changé, je trouve, le comportement des gens qui se sont plus rapprochés de leur propre sécurité. Et depuis les problèmes terroristes, je trouve que les gens se prennent plus en compte eux-mêmes dans leur sécurité, alors que jusqu'à présent, c'était assez difficile. Ils comptaient sur les institutions pour s'occuper d'eux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un comportement qui est différent. Je sens la population vouloir, même sur les risques technologiques, se prendre beaucoup plus en compte que ce qu'on a pu connaître. La notion de prise de conscience a été évoquée par les intervenants de ce matin. On a tous un travail à faire pour prendre conscience de ce qu'est le risque. En même temps, j'ai entendu, finalement, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas tant de risques. Enfin, il y a des risques, mais je crois on m'avait dit que l'année dernière ou cette année, il y a eu 5 incidents dans une année. Donc, il y a aussi une représentation, une espèce d'extrapolation du risque qui fait que ça peut générer une ambiance anxiogène. On va en parler tout à l'heure au niveau du rôle des médias, parce qu'ils jouent effectivement un rôle important là-dessus. Donc vous dites que finalement, l'histoire, l'expérience crée un peu finalement ce que le psychologue appelait ce matin une expérience de référence, c'est-à-dire qu'on peut voir de quoi on parle, quoi. C'est ça? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre d'événements majeurs, tant qu'on ne les a pas vécu, vu, il est difficile le cerveau les refuse en fait. Et même nous qui sommes des professionnels du secours, je prends l'exemple de moi-même, je le dis très clairement, quand il y a eu l'attentat à New York, c'était loin, c'était un problème américain et des terroristes. Et on a pris en compte réellement le problème du terrorisme dans nos équipes au moment des attentats de Londres et de Madrid, parce que ça s'est rapproché de nous. Avant, c'était difficile intellectuellement de le prendre en compte. C'est la même chose pour les risques technologiques. Vous avez fait un commentaire. C'est une réalité. Vous évoquiez vos exemples. Fukushima.
Et les interactions potentielles, risques naturels, risques technologiques, la prise de conscience de ce qu'est l'aléa maximal vraisemblable. Et vous parliez de philosophie, on est sur des questions de référentiel, et l'enjeu, c'est d'aller vers des référentiels acceptés par tous, de manière à se mettre au travail. Quand je dis référentiel, c'est sur quel scénario on va tous travailler. C'est le principe de la planification en France, les PPI. Demain, on est un peu comme sur une scène théâtrale. J'ai une partition, si je fais de la musique, et les notes de musique, c'est les acteurs. Si je me prépare à une partition, demain, qu'elle est différente, en fonction de l'accident qui se produit, mes notes de musique, c'est les mêmes. Il me faut juste un bon chef d'orchestre pour mener la partition et les opérateurs. Alors, juste un élément, et puis après on va peut-être arriver à un moment de synthèse, parce que vous le voyez, le temps passe très très vite, mais est-ce qu'on travaille à partir des représentations des habitants? C'est-à-dire que la psychologue aussi ce matin évoquait une question importante, elle dit on est dans une logique descendante, les experts c'est vous, donc vous savez, et c'est vrai, sauf que si on met ça en relation avec la représentation que peut se faire le citoyen, est-ce que vous prenez du temps dans vos réunions publiques, dans les exercices que vous faites, de prendre le temps de se dire on va partir de ce que vous pensez vous, et non pas de ce qui est vrai? Est-ce que ça ne peut pas aider finalement à une meilleure lisibilité? Et là, pour vous lancer un peu là-dessus, en prenant un exemple ce matin, dans les consignes qui peuvent être données, on peut dire à des mères de famille, ou des pères de famille d'ailleurs, n'allez pas chercher vos enfants. Vous allez heurter quelque chose qui est absolument fondamental dans le devoir de protection des parents. Vous voyez ce que je veux dire, Madame Briffaut? Là, c'est toute la communication avec la population qui est importante, en fait. N'allez pas chercher vos enfants. Oui, nous, on le recommande, ne pas aller chercher ses enfants, parce que dans les écoles, en fait, il y a les PPMS qui sont en place et qui sont là pour Alors, les protéger. PPMS, c'est encore un cycle de plus, non? Pour protéger les enfants. Donc, tout réside dans la communication, je pense. Mais avec cette idée de bien s'appuyer sur la perception du destinataire, vous voyez, c'est ça Oui. qui est important. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant sur le territoire, c'est ce qui est réalisé par certains industriels, à savoir des enquêtes de perception. Donc les industriels vont en contact direct de la population et au travers d'un panel de 500 personnes, un peu moins d'un millier, représentatifs, font une enquête sur la perception qu'eux ont des industries qui les entourent. Risques, odeurs, nuisances, impact économique, etc., etc. Et au travers de ces résultats, eh bien, ça nous permet, d'échanger avec eux lorsqu'ils nous font ces retours, et deux, éventuellement, d'adapter nos schémas de communication et de donner davantage d'informations si besoin en était. Donc ce contact de proximité, il est clé, effectivement. Et savoir ce que perçoivent les gens, parce que là, tout est question de perception. Vous êtes surpris parfois ou pas? Parfois un petit peu, oui, parfois un petit peu, mais il faut l'être. C'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est de cette candeur, entre guillemets, et de cette perception que naît la richesse et l'amélioration. Alors, je vais demander dans quelques instants à François, en 2 ou 3 minutes, de tirer un petit peu quelques fils. C'est un peu votre rôle et votre mission. Mais je vais vous laisser à chacun 1 minute. Voilà, on a des quantités de personnes, je crois qu'on est plus de 800 et c'est absolument extraordinaire. Si vous aviez en 1 minute un message à leur faire passer, vous savez, on a parlé pendant 1 heure, on a brassé plein de concepts et ce serait intéressant de se dire, voilà, en fait, moi, vice-présidente, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que pour bien gérer un risque... Voilà, vous pouvez le faire en regardant la caméra là-bas. Ici. Donc pour bien gérer un risque, il faut s'entraîner. Donc on l'a dit tout à l'heure. La sécurité passe par l'implication de tous. La spécificité de notre territoire de Cossenaglo et toute l'organisation qu'elle a su mettre en place avec tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les services de l'État, a amené à une confiance réciproque, une confiance lucide en fait. Donc c'est intéressant, c'est reconstruire de la confiance ensemble. Voilà. Ok, mais il faut qu'on fasse tous les deux le pas, quoi, finalement. Voilà, ça marche dans les deux sens. Okay, oui. Mon général, oui, approchez bien le micro. Concernant les risques majeurs, je considère que personne n'a la solution seul et qu'il est indispensable
que sur les 3 niveaux que j'ai évoqués et sur l'ensemble de ces niveaux, les différents acteurs, il faut arriver à faire travailler tout le monde ensemble parce que chacun a un morceau de la solution. Est-ce qu'il faut un capitaine, parce que j'avais une question, justement, elle tombe bien, est-ce qu'il faut il faut pas un capitaine d'équipe pour reprendre la métaphore du foot? C'est qui le capitaine? Moi, si je prenais c'est le préfet. Je ne peux pas donner une autre réponse que le préfet. Après, il a besoin de gens pour l'aider, le préfet, mais c'est le préfet. Voilà, je pense que personne n'a la solution tout seul. L'industriel a besoin de la force publique a besoin de l'industriel, il y a besoin d'être en lien avec la population, il y a besoin des élus, il y a besoin de tout le dispositif, parce que chaque morceau est important pour que la solution globale soit performante. Et qu'on communique bien ensemble aussi. Oui, alors ça, c'est mais là, c'est comme j'avais qu'un sujet, mais le deuxième, c'est faire et faire savoir. Aujourd'hui, on est dans un monde où vous pouvez être très bon dans le faire, et si vous ne faites pas savoir, vous n'êtes pas bon. Et donc, il faut être bon dans le faire, et il faut être bon dans le faire savoir. Ça compte à 50-50. Votre message, alors la caméra, elle est là-bas, celle-là. Moi, je dirais que l'intercommunalité a un rôle à jouer dans la gestion de crise. Pas pour prendre le pouvoir de police du maire, au contraire, le maire, c'est lui qui connaît sa commune, mais plutôt pour donner du liant au territoire, pour aider, pour accompagner les petites communes, pour faire le lien aussi avec les industriels. Et si je peux me permettre un deuxième message, aller taper à la porte des industriels pour les rencontrer et pour que les deux mondes, à la fois le territoire et l'industrie, se rencontrent et apprennent à se connaître quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est important. C'est exactement le point sur lequel je voulais rebondir. C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Et c'est un peu aussi reprendre l'idée du général, c'est-à-dire que seul, on n'y arrivera pas. Et en temps de paix, avoir tous les acteurs réunis autour d'une même table pour résoudre une problématique de risque industriel, c'est fondamental et c'est ultra efficace. Pour l'avoir expérimenté sur le territoire avec les élus, avec les acteurs des communautés et des autorités, j'ai pu constater ça avec d'autres industriels, que ces exercices, ces interventions, je dirais, concertées, nous permettent d'établir avec le préfet, qui reste l'autorité suprême à la fin, des liens de confiance et je dirais de façon relativement directe, qui permettent de crédibiliser les messages et d'aider donc au niveau préfectoral à prendre les meilleures décisions, surtout en termes de communication. 3 minutes. Moi, je salue d'abord les interventions. On a senti le caractère pratique. On aurait pu évoquer, mais on n'a pas le temps, la question des publics captifs que sont les salariés, les usagers des établissements recevant du public. Et c'est un sujet majeur parce que demain, l'activité pendulaire de nos territoires amènerait forcément ces publics captifs à être vigilants sur la façon dont le chef d'établissement saura les mettre en sécurité. Ça, c'est un point et je fais passer un message. On a bien vu que la réalité territoriale, elle passe aujourd'hui par l'intercommunalité, des bonnes pratiques, ce qui fait que nos collègues sont là aujourd'hui, doivent être développées. Il est une actualité qui a été susurrée pendant les échanges, c'est la proposition de loi 3162 du député Matras, qui est rapporteur. Elle est examinée dans les commissions ad hoc et elle sera examinée, je crois, le 26 ou le 27 mai prochain. Et si j'ai un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est de bien voir apparaître, et espérons que les rédactions seront ad hoc dans ce projet, dans cette proposition de loi, c'est le rôle de l'intercommunalité, aussi bien dans la préparation du territoire à faire face, avec 2 dimensions, accompagner les territoires à être toujours opérationnels, monter en compétences, formation, exercice, mais également dans ce travail d'implication civile et citoyenne, d'un citoyen informé vers un citoyen prévenant, mais mieux encore, on l'a vu avec le Covid, qui contribuerait à la solidarité et l'entraide dans la réponse de sauvegarde. Ça, c'est une dimension, et l'intercommunalité et des intercommunalités en France jouent ce rôle. La deuxième dimension, c'est bien entendu imaginer le concours de l'intercommunalité quand elle sera légitimée dans la réponse opérationnelle en temps de crise. Et là, il y a des choses à inventer.
Marexou parlait de plan intercommunal de sauvegarde. C'est une dimension, mais il y a d'autres outils fonctionnels à inventer, ne serait-ce que dans l'alerte. Si demain je suis en bassin de vie urbain, si je lance l'alerte PPI sur une installation, c'est l'ensemble du bassin de vie qui potentiellement peut entendre l'alerte. Et les réseaux sociaux joueront le rôle de caisse de résonance, et si on n'occupe pas l'espace de la communication, comme disait Jean-Philippe Petit, la guerre est perdue. Et puis, le capitaine, il peut s'appuyer sur un entraîneur et un animateur, et l'intercommunalité peut jouer ce rôle d'animateur et d'entraîneur. Très bien, merci. Vous allez le garder encore 30 secondes. Très bien, écoutez, je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de cet échange, la qualité de vos contributions. J'espère qu'on a rendu les choses un petit peu lisibles. Et puis, cette conclusion me semble relativement intéressante. Continuez à poser vos questions. Hein. Je crois que là, on vient d'ouvrir, et François, dans sa conclusion, vient d'ouvrir des champs très, très intéressants qui pourront être effectivement questionnés, travaillés tout au long de la réflexion qui va suivre cette belle journée. Voilà. J'ai envie de vous retrouver dans quelques instants, dans une dizaine de minutes, pour un des points très très particuliers, ce fameux premier message. On n'a pas eu le temps d'en parler ici, mais on va en parler avec d'autres invités. Il se passe quelque chose. Les premiers mots qui vont être transmis et partagés seront essentiels. On se fait une petite pause et on se retrouve dans 10 minutes. Merci à tous.